À 9h17 du matin, par une matinée humide du début de 1942, un bombardier bimoteur filait à seulement 50 pieds au-dessus du Pacifique. Les embruns salés giflaient sa peau d'aluminium. Le moteur hurlait. À l'intérieur du cockpit, personne ne parlait. Non pas parce qu'il n'y avait rien à dire, mais parce que tout ce qui comptait avait déjà été décidé. Devant l'appareil, un destroyer japonais fendait l'eau à plus de 30 nœuds. 2000 tonnes d'acier, des canons de 5 pouces, des dizaines de tubes anti-aériens déjà en train de pivoter vers le haut. Depuis la passerelle de ce navire, le bombardier américain ressemblait à une erreur. Trop bas, trop lent, trop proche. Et pourtant, il continuait d'avancer. À l'intérieur du nez de cet avion se trouvait quelque chose qui n'aurait pas dû exister. Un canon de campagne, une pièce d'artillerie de 75 mm, la même arme utilisée pour détruire des bunkers en béton et des chars légers, pesant près de 1000 livres, boulonnait à l'intérieur d'un bombardier jamais conçu pour tirer de l'artillerie vers l'avant. Chaque ingénieur impliqué avait utilisé la même expression. Suicide pour le pilote. Il n'était pas dramatique, il faisait des calculs. La force de recul de ce canon se mesurait en tonnes. Au sol, il enfonçait ses bêches dans la terre. Dans un char, il s'appuyait sur 30 tonnes d'acier pour absorber le choc. Dans un avion, il n'y avait que de l'aluminium fin, des rivets et de la portance. Tirer avec, avertissaient les rapports, et le nez se détacherait. L'avion décrocherait. Le pilote pourrait perdre connaissance. Les ailes pourraient se replier. Ce n'était pas de la théorie, c'était du calcul. Je veux faire une pause ici pendant une demi-seconde parce que c'est le moment que la plupart des gens manquent. Le danger n'était pas l'ennemi, le danger était la gâchette. Maintenant, imaginez être l'homme avec sa main dessus. Le bombardier ne monta pas. Il ne s'éloigna pas. Il n'ouvrit pas les soutes à bombes comme la doctrine l'exigeait. Au lieu de cela, il descendit encore plus bas. Le pilote pointa tout l'avion directement vers la proue du destroyer. Pas sur le côté, pas d'en haut, de face. Vitesse de rapprochement approchant les 400 miles par heure. Sur le navire en contrebas, les artilleurs japonais ouvrirent le feu. Des traceurs déchirèrent l'air vers le haut. Des explosions de flaques noires craquèrent dans l'air. À cette distance, un coup direct d'un obus de 5 pouces aurait effacé l'avion instantanément. Pas de parachute, pas de survivants. Pourtant, le bombardier maintint sa trajectoire. À l'intérieur du cockpit, le pilote n'avait pas de viseur de bombardement, pas d'ordinateur, pas de radar, juste un viseur à anneaux fixe boulonné au tableau de bord et son propre sang-froid. Pour viser le canon, il devait viser l'avion. Il n'y avait pas de correction après le tir, pas de seconde chance intégrée dans la physique. Je trouve cela difficile à surestimer. Ce n'était pas du courage dans l'abstrait, c'était un homme volant droit dans les tirs, faisant confiance à l'idée interdite de quelqu'un d'autre qui pourrait fonctionner. À environ 800 yards, les mitrailleuses tirèrent en premier. De lourdes balles de calibre 50 jaillirent vers l'avant à près de 50 coups par seconde. Elles n'étaient pas destinées à couler le navire. Elles étaient destinées à l'aveugler. Le verre se brisa sur la passerelle. Les artilleurs exposés se baissèrent. Pendant un bref et fragile instant, le mur de feu s'affaiblit. Cet instant était tout. Le destroyer remplit le pare-brise. Plaques d'acier, rivets, embruns explosant le long de la proue. Le pilote fit un micro-ajustement, levant le nez juste assez pour viser la ligne de flottaison sous la tourelle avant où vivaient les chaudières, où un coup pouvait tout changer. L'homme chargeant le canon tapota l'épaule du pilote. L'obus était en place. 15 livres d'explosifs puissants. La culasse était fermée. L'avion était stable, à peine. Le pilote pressa la gâchette. Pendant un instant, on eut l'impression que le bombardier s'arrêta en plein vol. Pas ralenti, arrêté. Le recul traversa le fuselage comme une collision. Le cockpit se remplit de fumée blanche et de cordite. La cellule trembla du nez à la queue. Chaque rivet fut testé. C'est le moment où les ingénieurs s'attendaient à ce que les ailes se détachent. Elles ne se détachèrent pas. L'obus quitta le canon à environ 2000 pieds par seconde. Il traversa l'eau libre en moins d'une seconde. Il frappa le destroyer juste au-dessus de la ligne de flottaison, perça le blindage d'acier, passa une cloison et détonna à l'intérieur du navire. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Sur la passerelle, les officiers japonais sentirent le navire tanguer violemment. De la vapeur jaillit. L'alimentation électrique tomba en panne. Le sillage derrière le destroyer commença à s'estomper. Un prédateur qui avait régné sur l'océan pendant des années était soudainement blessé par quelque chose qu'il n'était jamais censé combattre. Le bombardier rugit au-dessus, si près que l'équipage pouvait voir le chaos sur le pont en contrebas. Je reviens toujours à cette image.
l'aluminium passant au-dessus de l'acier, un instant séparant la théorie de la réalité. Parce que quelques secondes plus tôt, cet avion était censé être mort. Au lieu de cela, le destroyer l'était. Le pilote s'éloigna, les mains tremblantes, les moteurs toujours en marche, les ailes toujours attachées. Derrière lui, de la fumée s'échappait du navire touché. L'impossible venait de se produire, et personne parmi les personnes impliquées ne regarderait plus jamais la guerre aérienne de la même manière. Et voici la vérité inconfortable. Chaque expert avait eu raison sur le papier, et chacun d'eux s'était trompé en guerre. À 8h30 du matin, à 20 000 pieds au-dessus de la mer des Salomon, la théorie semblait parfaite. La formation était serrée, l'air était calme. Les soutes à bombes s'ouvrirent à l'heure prévue. En dessous d'eux, le convoi japonais se déplaçait comme une horloge, des destroyers fendant l'eau à un peu plus de 30 nœuds, des sillages blancs nets et confiants. Selon la doctrine, c'était l'avenir de la guerre. Bombardement de précision, science, certitude. Les bombes tombèrent. Il fallait environ 45 secondes pour qu'une bombe de 500 livres larguée de 20 000 pieds atteigne le niveau de la mer. 45 secondes ne semblent pas beaucoup sur le papier. En réalité, c'est une éternité. Pendant ce temps, un destroyer se déplaçant à 30 nœuds peut parcourir plus d'un demi-mile. Une distance suffisante pour rendre le calcul le plus précis sans signification. Les bombes frappèrent l'océan, pas les navires. Des colonnes d'eau blanche jaillirent à des centaines de yards de distance. Les destroyers ne se dispersèrent pas. Ils ne paniquèrent pas. Leurs capitaines ordonnèrent simplement de petites corrections de cap. À gauche, à droite, des virages mineurs. Les bombes éclaboussèrent inoffensivement dans la mer vide. Cela se produisit encore, et encore, et encore. Les Américains avaient dépensé des millions de dollars pour perfectionner le viseur de bombardement Norden. Il était annoncé comme capable de lâcher une bombe dans un tonneau de cornichons depuis 4 miles de hauteur. Cette affirmation n'était pas entièrement fausse. Contre des cibles stationnaires, des usines, des gares de triage, des villes, cela fonctionnait. Contre un navire de guerre qui pouvait voir le bombardier arriver près d'1 minute avant l'impact, c'était presque inutile. Je veux être très clair ici, parce que cela compte. Les pilotes n'échouaient pas. Le système échouait. Chaque bombardement suivait le manuel. Approche stable, vol en palier, largage calculé, et chaque passage produisait le même résultat. Des ratés mesurés non pas en pieds, mais en terrain de football. Depuis la passerelle des navires japonais, les bombes américaines devinrent une sorte de blague sombre. Regardez les portes de soute s'ouvrir, démarrer le chronomètre, tourner la roue, survivez. Au début de 1942, cet échec n'était pas théorique, il était stratégique. La marine japonaise utilisait des destroyers rapides pour effectuer ce que les pilotes alliés surnommaient amèrement l'Express de Tokyo. Nuit après nuit, les navires livraient des milliers de soldats, des véhicules, des munitions et de la nourriture aux garnisons insulaires à travers la Nouvelle-Guinée et les Salomon. Ces approvisionnements maintenaient les forces japonaises en vie et la puissance aérienne américaine ne pouvait pas les arrêter. Les bombardiers à haute altitude retournaient à la base avec des râteliers à bombes vides et rien à montrer. Les équipages étaient épuisés. Les équipes de maintenance récupéraient des pièces juste pour maintenir les avions en vol. Le moral s'effondrait en même temps que les calculs. C'est là que la plupart des histoires adoucissent le récit. Elles parlent d'adaptation, de courbes d'apprentissage, d'amélioration progressive. Ce n'est pas ce que cela semblait être à l'époque. Cela semblait humiliant. Un capitaine de destroyer pouvait lever les yeux, voir une formation de bombardiers en altitude et se sentir en sécurité. Cela n'aurait jamais dû être vrai. Pourtant, c'était le cas, et tous les participants le savaient. Le problème était la physique, pas le courage. Une bombe est un objet stupide une fois larguée. Elle ne peut pas penser. Elle ne peut pas s'ajuster. Un navire le peut. Et l'eau donne au navire une liberté que les cibles terrestres n'ont pas. Pas de route, pas de rail, pas de position fixe, juste de l'espace ouvert et de la vitesse. Quelqu'un devait admettre que l'avenir auquel tout le monde croyait échouait dans le présent. Cette personne était le général George Kenney. Quand Kenney arriva dans le Pacifique Sud-Ouest, il n'apporta pas de nouveaux manuels. Il apporta du scepticisme. Il examina les rapports, les distances manquées, les tableaux de chronométrage, et il les jeta. Non pas parce qu'il rejetait la science, mais parce qu'il comprenait la réalité. Essayer de toucher un destroyer en mouvement depuis 20 000 pieds, dit plus tard Kenney, c'était comme se tenir au sommet d'un gratte-ciel et essayer de laisser tomber une bille dans une tasse à café traînée par un chat au sprint. La métaphore resta parce qu'elle était douloureusement précise.
Je suis d'accord avec lui plus que je ne suis à l'aise de l'admettre, parce qu'une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus ne pas le voir. Plus la bombe tombe longtemps, plus l'ennemi a de temps. Du temps pour manœuvrer, du temps pour réagir, du temps pour survivre. Le bombardement à haute altitude donnait l'initiative à la cible. C'était le défaut impardonnable. Kenny ne demanda pas comment améliorer la précision du bombardement. Il posa une question différente. Comment retirer le temps de l'équation ? La réponse était évidente et folle. Vous vous rapprochez. Plus près signifie plus bas signifie danger. La basse altitude place l'avion à l'intérieur de l'enveloppe de chaque canon anti-aérien sur le navire. Elle supprime la sécurité de la distance. Elle échange le calcul contre le sang-froid, mais elle effondre aussi la chronologie. À 50 pieds au-dessus de l'eau, il n'y a pas de délai de 45 secondes. Il n'y a pas d'arc gracieux. Il y a un impact presque immédiatement. Le manuel disait que c'était suicidaire. Les chiffres disaient que les pertes seraient catastrophiques. Et peut-être avait-il raison. Mais l'alternative était de perdre la campagne lentement, navire par navire, île par île. C'est le moment où la doctrine cessa d'être utile, et où la nécessité prit le relais. Kenny ne savait pas encore quelle serait l'arme. Il savait seulement ce qu'elle ne pouvait pas être. Elle ne pouvait pas être une autre bombe larguée depuis la stratosphère. Elle devait frapper maintenant. Elle devait frapper fort. Et elle devait refuser à l'ennemi le temps de penser. En guerre, cette prise de conscience est souvent plus importante que n'importe quelle invention. Et une fois que vous l'acceptez, il n'y a pas de retour en arrière. L'idée n'arriva pas doucement. Elle arriva comme une mauvaise odeur dans une pièce fermée. Quelqu'un quelque part sur un terrain d'aviation chaud du Pacifique regarda le problème assez longtemps et cessa de demander comment mieux larguer des bombes. Il posa une question plus dangereuse. Et si l'avion ne larguait rien du tout ? Et s'il tirait, pas des roquettes, pas des mitrailleuses ? Celles-ci existaient déjà, et tout le monde connaissait leurs limites. Les balles de mitrailleuses rebondissaient sur les coques des navires. Elles faisaient du bruit, elles faisaient des étincelles, elles faisaient rarement arrêter les navires. Pour arrêter un destroyer, il fallait atteindre l'intérieur. Chaudières, turbines, appareils à gouverner, il fallait de l'artillerie. L'arme qui répondait à cette exigence existait déjà. Le canon de campagne M4 de 75 mm de l'armée. Un canon conçu pour percer le béton et le blindage. Un canon qui tirait un obus de 15 livres avec assez de force pour déchirer de l'acier d'un demi-pouce. Au sol, il pesait près de 1000 livres avec les systèmes de recul et le matériel de montage encore plus. Il n'avait jamais été conçu pour voler. Au moment où la proposition atteignit les bureaux d'ingénierie aux États-Unis, la réponse fut immédiate et unanime. Non. Pas un non prudent, pas un non hésitant, un non absolu. Les calculs de contrainte montraient une défaillance catastrophique. L'impulsion de recul seule dépassait ce que le fuselage avant d'un bombardier moyen pouvait absorber. Tirer avec le canon, avertirent les ingénieurs, et l'avion décélérerait violemment. La portance s'effondrerait, le nez céderait. Au mieux, le pilote perdrait connaissance. Au pire, l'avion se plierait. Ce n'était pas la peur qui parlait, c'étaient les mathématiques. Le B-25 Mitchell était un avion robuste, mais c'était toujours de l'aluminium, une peau fine, une structure rivetée, conçue pour transporter des bombes en interne, pas pour absorber le choc d'un canon de char tirant vers l'avant. Les rapports utilisaient un langage clinique. Fatigue structurelle, défaillance du centre de gravité, décrochage irrécupérable. Mais dans les marges, dans les conversations, une autre expression revenait sans cesse. Suicide pour le pilote. Je veux faire une pause à nouveau ici, parce que c'est là que les spectateurs modernes ont tendance à supposer que quelqu'un a ignoré les experts. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Les experts furent entendus pleinement, attentivement, et puis la situation rendit leurs avertissements sans pertinence. Là-bas, dans le Pacifique Sud-Ouest, le problème n'était pas théorique. Les destroyers japonais déchargeaient des troupes en plein jour. Les barges nourrissaient des garnisons insulaires entières. La puissance aérienne américaine regardait cela se produire d'en haut, impuissante. Chaque jour où cela continuait, la position stratégique empirait. Le général Kenny comprenait quelque chose qui n'apparaît pas sur les plans. Un avion parfait qui ne peut pas résoudre le problème est toujours inutile. Il ne contesta pas les équations, il les accepta. Puis il accepta les conséquences. Il ne demandait pas la permission de construire quelque chose de sûr, il ordonnait la création de quelque chose de nécessaire. Les modifications commencèrent loin des laboratoires propres. Elles se produisirent dans des hangars trempés de sueur en Australie et en Nouvelle-Guinée.
Le nez vitré du B-25, conçu pour le bombardement de précision, fut complètement coupé. Scie, chalumeau, pas de cérémonie. À sa place vint un nez en acier brut, laid et lourd, conçu pour contenir la culasse massive du canon. Pour empêcher l'avion de basculer vers l'avant sur la piste, les mécaniciens boulonnèrent des centaines de livres de plomb dans la queue. Pas des solutions élégantes, des solutions désespérées. L'intérieur fut vidé, le poste du navigateur disparut. Le rôle du bombardier s'évanouit du jour au lendemain. Son travail n'existait plus. À sa place, se tenait un nouveau membre d'équipage, avec peut-être la tâche la plus dangereuse de l'armée de l'air, le canonnier. Son travail était de se tenir à côté du pilote, de se caler contre les turbulences et de charger manuellement des obus d'artillerie de 15 livres dans le canon, tout en volant à vitesse de combat. Il n'y avait pas d'automatisation, pas de tampon de sécurité, juste la mémoire musculaire et le timing. Chaque calcul supplémentaire rendait l'avion pire sur le papier. Plus lourd, plus lent, moins stable. Les pilotes d'essai le décrivaient comme se maniant comme un camion-benne avec des ailes. Les ingénieurs secouaient la tête. Cette machine violait tout ce qu'on leur avait enseigné. Je trouve cette partie profondément inconfortable, parce qu'elle force une question honnête. À quel moment la prudence devient-elle complicité ? Les premiers essais au sol furent tendus. Les taxis sollicitèrent le train d'atterrissage. Le nez s'affaissa. Les commandes semblaient lourdes. Personne ne savait ce qui se passerait quand la gâchette serait pressée pour de vrai. Le système de recul, conçu pour absorber plus de 20 pouces de mouvement du canon, était la seule chose entre le pilote et une nuque brisée. Quand l'avion décolla finalement pour son premier essai de tir en vol, il utilisa presque toute la piste. La cible était un récif vide. Pas de tir ennemi, pas de variable, sauf la physique. Le pilote s'aligna, le canon fut chargé, le cockpit devint silencieux. C'était le moment que les ingénieurs avaient prédit mettrait fin à l'expérience. La gâchette fut pressée. L'avion trembla violemment. La fumée remplit le nez. La sensation, selon ceux à bord, était comme voler dans un mur solide. Et puis quelque chose d'inattendu se produisit. L'avion continua de voler. Les ailes tinrent. La structure absorba le choc. En contrebas, l'obus frappa exactement là où le pilote visait. Les calculs avaient été faux, non pas parce que les ingénieurs étaient négligents, mais parce que la réalité était plus désordonnée que les équations. À cet instant, l'idée franchit une ligne irréversible. Elle n'était plus folle, elle était prouvée. Et une fois qu'une arme prouve qu'elle peut survivre à un tir, la seule question qui reste est ce qu'elle peut faire à l'ennemi. Cette réponse viendrait bientôt, et elle viendrait à très basse altitude. Une fois que le canon prouva qu'il ne déchirerait pas l'avion, tout le reste dut changer. Pas lentement, immédiatement. Le B-25 n'était plus un bombardier au sens traditionnel. C'était maintenant une arme qui exigeait une manière entièrement différente de penser, de voler et de survivre. Un pilote de bombardier est formé pour être stable, des mouvements doux, un vol en palier, un mouvement prévisible pour que la gravité puisse faire le travail. Rien de tout cela ne s'appliquait plus. Le canon de 75 mm était fixé rigidement dans le nez. Il ne pouvait pas pivoter, il ne pouvait pas s'élever. La seule façon de le viser était de viser tout l'avion. Cela signifiait que le pilote devenait le système de contrôle de tir. Pour toucher une cible, il devait pointer 20 tonnes d'avion directement dessus, le maintenir stable à travers les turbulences, le recul et la peur, et faire confiance au fait que ses mains ne fléchiraient pas à la dernière seconde. Il n'y avait pas de marge. À basse altitude, une erreur mesurée en fractions de seconde était fatale. Les manuels de formation furent réécrits presque du jour au lendemain. Les vieilles habitudes étaient activement dangereuses maintenant. Les équipages s'entraînèrent en plongeant sur des épaves de navires abandonnés, apprenant comment l'image de visée changeait à mesure que la vitesse augmentait. À 200 miles par heure, l'océan se précipitait vers eux plus vite que l'instinct ne pouvait confortablement l'accepter. À 300 pieds par seconde, les cibles devenaient alarmantes de taille, alarmantes de rapidité. La portée effective sur le papier était de milliers de yards. Au combat, les pilotes apprirent rapidement la vérité. Pour garantir un coup, ils devaient se rapprocher à moins de 1000 yards, souvent plus près, parfois assez près pour voir des marins individuels sur le pont. Je dois m'arrêter ici et dire ceci clairement. Ce n'était pas du courage comme trait de personnalité. C'était du sang-froid entraîné, quelque chose construit délibérément par la répétition et la gestion de la peur. Vous ne dérivez pas dans ce genre de vol, vous vous y forcez. Le profil d'attaque devint brutalement simple. Descendre à hauteur de vague.
Utilisez le terrain ou la couverture nuageuse pour masquer l'approche. Accélérez, s'aligner, supprimer les canons de pont avec des tirs de mitrailleuse. Tenir stable, tirer le canon, récupérer du recul. Si vous survivez au premier passage, recommencez. La cadence de tir était douloureusement lente, 3 coups par passage, si le canonnier était fort et chanceux. Chaque obus pesait 15 livres. Sous les forces G, il semblait plus lourd, beaucoup plus lourd. Le canonnier devait caler ses jambes, lutter avec l'obus dans la culasse, la claquer fermée, puis signaler au pilote, tout cela pendant que l'avion tremblait et que le tir ennemi griffait le fuselage. À l'intérieur du cockpit, la communication devint rythmique, courte, vive. Chargé, prêt, feu, dégagé, chargé, prêt, feu. Il n'y avait pas de place pour l'hésitation. Tout retard signifiait plus d'exposition, plus de temps à l'intérieur de l'enveloppe de l'ennemi, et l'ennemi s'adapta rapidement. Les artilleurs japonais étaient expérimentés, disciplinés. Ils comprenaient les profils d'attaque des avions. Quand ils voyaient un bombardier arriver bas, ils supposaient des torpilles. La réponse standard était de tourner le navire de face, présentant la cible la plus étroite possible et ruinant la course de la torpille. Contre le navire-canon, cet instinct devint un piège. En se tournant vers l'avion, les destroyers alignaient sans le savoir leurs espaces les plus vulnérables, chaudières, moteurs, magasins, directement dans le chemin du canon. La manœuvre même qui les avait sauvés pendant des mois les livrait maintenant au tir. Je trouve ce détail troublant, parce qu'il montre à quel point l'habitude peut profondément trahir même des commandants compétents. Les capitaines japonais n'étaient pas stupides, ils étaient expérimentés. Ils répondaient simplement à une menace qui n'existait plus. Les premières cibles opérationnelles n'étaient pas des destroyers, c'étaient des barges. De petits navires de fret longeant les côtes, nourrissant les garnisons insulaires. Coques en bois, acier léger, armement minimal. Contre les bombes, ces cibles survivaient souvent. Une bombe pouvait percer directement et ne pas détonner. Contre le canon, elle ne survivait pas du tout. Un obus suffisait généralement. L'impact ne coulait pas la barge, il l'effaçait. Le carburant s'enflammait, la cargaison détonnait, les équipages disparaissaient. L'effet psychologique fut immédiat. Les pilotes revenaient les yeux écarquillés, secoués non pas par le danger, mais par la finalité de la destruction. La nouvelle se répandit rapidement. Ce qui avait été appelé une boîte suicide était maintenant appelé autre chose. Un marteau, un ouvre-boîte, le petit monstre. Les équipages commencèrent à se porter volontaires, non pas parce que c'était plus sûr, mais parce que cela fonctionnait. Plus de canons furent ajoutés, de lourdes mitrailleuses de calibre 50 regroupées autour du canon, créant une tempête de plomb qui nettoyait les ponts avant l'arrivée du coup d'artillerie. La configuration fut affinée en ce que les équipages appelaient le destructeur de commerce. Pas subtil, pas élégant, efficace. D'un point de vue stratégique, cela comptait plus que quiconque ne l'avait initialement réalisé. Chaque barge détruite signifiait moins de troupes au front, moins de munitions, moins de nourriture. Dans la guerre de jungle, la logistique est tout. Coupez-la et même les unités d'élite dépérissent. Je vais vous donner ma réaction honnête ici. Voici le moment où l'histoire cesse d'être celle d'une arme et devient celle d'un levier. Un seul avion n'a pas gagné la guerre, mais il a changé la manière dont la pression pouvait être appliquée. Vers la mi-1942, les commandants japonais ont remarqué le schéma. Les déplacements de jour sont devenus dangereux. Les convois de ravitaillement se sont déplacés vers la nuit. Les routes sont devenues plus longues, plus lentes, plus risquées. Chaque ajustement comportait un coût. Et pourtant, les destroyers restaient rapides, confiants, intouchés. Le véritable test n'était pas encore arrivé. Tous les participants comprenaient que les barges n'étaient qu'un entraînement. La vraie question planait dans l'air depuis que le premier canon avait été boulonné en place. Cette chose fonctionnerait-elle contre un navire de guerre capable de riposter ? Cette réponse arrivait bientôt, et elle arriverait à 15 mètres au-dessus de l'eau libre. Le véritable test est arrivé sans cérémonie. Fin 1942, des nuages épars pendaient bas au-dessus de la mer de Bismarck. La visibilité était inégale, imprévisible. Le genre de temps qui punissait l'hésitation. Sous les nuages, un convoi japonais se déplaçait vers le sud. De vastes transports gardés par des destroyers de flotte. Coques d'acier, équipage discipliné, canons anti-aériens déjà en position. Ce n'étaient pas des barges, c'étaient des chasseurs. Depuis les airs, le convoi semblait confiant. Les destroyers traçaient des sillages nets à plus de 30 nœuds, zigzagant juste assez pour compliquer la géométrie d'attaque.
Leur capitaine avait survécu à des mois de bombardement. Ils avaient vu des bombes tomber du ciel et manquer leur cible de centaines de mètres. Ils s'attendaient à la même chose aujourd'hui. Ils avaient tort. Les avions américains n'ont pas pris d'altitude. Ils ne se sont pas mis à niveau. Ils sont descendus à travers les trous et dans les nuages jusqu'aux embruns. Les moteurs poussaient à fond. Les hélices soulevaient l'eau tandis que les bombardiers se nivelaient à environ 15 mètres au-dessus de la surface. Assez bas pour que les vagues se brouillent en traînées. Assez bas pour qu'une erreur signifie la mort instantanée. Le destroyer les a repérés immédiatement. Des ordres ont été criés sur les passerelles, les canons se sont élevés. Des traceurs ont jailli vers le haut, déchirant un air qui quelques instants plus tôt semblait vide. Du point de vue japonais, cela ressemblait à de la folie. Un bombardier moyen chargeant de front dans les tirs navals. Pas de largage de torpilles, pas de redressement, pas d'évasion. Le destroyer de tête a viré brusquement pour faire face à l'attaque, présentant sa proue, suivant la doctrine inculquée à chaque officier de marine. Réduire la cible, briser l'attaque, survivre. Cette décision a scellé son destin. À l'intérieur de l'avion de tête, le monde du pilote s'est réduit au viseur monté sur le tableau de bord. Aucun instrument n'avait plus d'importance. Vitesse, altitude, carburant, rien de tout cela ne changeait l'équation. Le canon était fixe. La cible grossissait. Il a maintenu la ligne. À 366 mètres, les canons de nez se sont ouverts. Des balles de calibre 50 ont jailli vers l'avant, martelant la proue du destroyer, balayant la passerelle, fracassant les télémètres, forçant les artilleurs exposés à se mettre à l'abri derrière les boucliers. Le tir de riposte affaiblit juste assez. 180 mètres. Le canonnier a lutté pour mettre l'obus en place. 6,8 kg d'acier et d'explosifs. Culasse fermée. Sa main a frappé l'épaule du pilote. Prêt ? Je veux que vous compreniez à quel point c'était proche. À cette distance, le destroyer remplissait le pare-brise. Il n'y avait aucun sens du mouvement, seulement de l'expansion. Le mur gris s'élevant plus vite que l'instinct ne pouvait l'accepter. Le pilote a relevé le nez d'une fraction, visant non pas le pont, non pas la tourelle, mais la ligne de flottaison, juste en dessous, là où vivaient les chaudières, là où la puissance devenait vulnérabilité. Il a tiré. L'avion a tremblé violemment, comme s'il était frappé par quelque chose de solide. La fumée a jailli le long du fuselage. Pendant un battement de cœur, la vision a disparu. L'avion a ralenti brusquement, la physique s'affirmant dans un rappel brutal de masse et de force. Puis la vue s'est dégagée. L'obus a franchi la distance restante en moins d'une seconde. Il a frappé l'acier juste au-dessus de la ligne de flottaison, a percé le blindage, a déchiré une cloison interne et a explosé à l'intérieur des espaces machines du destroyer. La vapeur a jailli. Le métal s'est tordu. L'alimentation a été coupée instantanément. Sur la passerelle, les officiers japonais ont senti le pont tanguer. Le navire a commencé à perdre de la vitesse. Pas graduellement, immédiatement. Le sillage blanc derrière lui s'est aminci, puis a complètement disparu. Un navire de guerre de 2000 tonnes était mort dans l'eau. Le bombardier a hurlé au-dessus, si près que les membres d'équipage pouvaient voir des corps projetés sur le pont en contrebas. Alors que le pilote effectuait un virage ascendant, le canonnier bougeait déjà, les muscles brûlants alors qu'il chargeait un autre obus en position sous des forces G écrasantes. La deuxième passe est venue plus vite. Cette fois, il n'y avait pas de surprise. Les marins japonais se sont précipités pour remettre les canons en batterie, la peur brisant la discipline que l'entraînement avait construite. Les traceurs ont jailli à nouveau, plus sauvages, maintenant moins contrôlés. Le pilote s'est aligné sur la poupe. Les mitrailleuses ont tiré. Les équipes de pont se sont dispersées. Le canon a rugi à nouveau. Le deuxième obus a frappé près des râteliers de grenades sous-marines. L'explosion qui a suivi n'était pas seulement de l'artillerie. C'était du carburant secondaire, des munitions, des explosifs stockés. Une boule de feu a jailli de la section arrière. Des débris ont formé un arc dans le ciel. L'onde de choc s'est propagée sur l'eau, visible même depuis l'altitude. Le destroyer a tremblé, puis a commencé à s'enfoncer autour de lui. Le reste du convoi a tenté de se disperser, mais les règles avaient déjà changé. D'autres avions sont descendus plus bas. Des bombardements ont ricoché ensuite. Des bombes de 227 kg ont ricoché sur la surface comme des pierres, ont percuté les coques et ont explosé au contact. En quelques minutes, le convoi était le chaos. Des transports en flammes, des escortes paralysées, des nappes de pétrole s'étendant sur des kilomètres. Ce qui avait été une force de renfort confiante était maintenant un cimetière. Je veux être honnête sur quelque chose ici. Ce n'était pas de l'élégance.
C'était de la brutalité appliquée avec précision. Le genre de violence qui ne laisse aucune ambiguïté sur la cause et les faits. Le destroyer n'a pas coulé parce qu'il était surpassé en armement par un autre navire. Il n'est pas tombé sous les coups d'un sous-marin ou d'une bordée de cuirassés. Il a été battu par un avion tirant une arme qui n'aurait jamais dû voler. Alors que les bombardiers rentraient à la base, les radios crépitaient d'incrédulité et d'adrénaline. Rire, cris, soulagement. Pas de célébration. Libération. Le genre qui vient après avoir survécu à quelque chose qui aurait dû vous tuer. Derrière eux, la fumée marquait l'eau où la doctrine avait échoué. À ce moment-là, quelque chose de fondamental s'est brisé. Le navire de surface n'était plus roi. La vitesse ne garantissait plus la sécurité. L'acier pouvait être atteint depuis les airs d'une manière à laquelle personne n'était préparé, et chaque commandant naval du Pacifique ressentirait les conséquences de cette prise de conscience, qu'il la comprenne déjà ou non. L'effet a été immédiat, et il n'est pas resté local. Les nouvelles de l'engagement se sont déplacées plus vite que les rapports officiels. Les pilotes ont parlé. Les équipages ont comparé leurs notes. Les photos de reconnaissance ont confirmé ce que les radios avaient du mal à décrire. Des navires qui auraient dû opérer en toute confiance, brûlaient en plein jour. Pas d'en haut, de côté, de face, d'une altitude incroyablement basse. Les commandants navals japonais ont réagi comme le font toujours les professionnels lorsqu'une règle se brise. Ils ont changé de comportement. Les déplacements de jour ont commencé à disparaître. Les convois qui naviguaient autrefois ouvertement attendaient maintenant l'obscurité. Les routes se sont rapprochées des côtes, longeant les îles, serpentant à travers des passages étroits qui limitaient la vitesse et les manœuvres. Ce qui avait été efficace est devenu prudent. Ce qui avait été rapide est devenu lent. Chaque ajustement comportait un coût. Naviguer de nuit réduisait la visibilité et augmentait le risque de collision. Des routes plus longues brûlaient plus de carburant. Des vitesses plus lentes signifiaient moins de livraison. Les approvisionnements ont commencé à arriver en retard, incomplets ou pas du tout. Dans la guerre insulaire, ce n'était pas un inconvénient, c'était un compte à rebours. Je veux souligner ce point parce que c'est là que les tactiques deviennent stratégie. Le canon n'a pas seulement coulé des navires, il a forcé des décisions, et les décisions créent de la friction. Les destroyers japonais étaient toujours puissants, toujours rapides, toujours dangereux. Mais maintenant, ils réagissaient au lieu d'agir. L'initiative avait basculé, et une fois que cela se produit, la récupération est rare. Les planificateurs aériens alliés ont remarqué le changement rapidement. Les vols de reconnaissance voyaient moins de navires de jour. Les interceptions radio laissaient entrevoir des courses reprogrammées et des plans modifiés. L'océan, autrefois vaste et permissif, rétrécissait. La bataille de la mer de Bismarck a rendu ce changement indéniable. Lorsqu'un important convoi de renforts japonais a tenté de déplacer des troupes et du matériel vers la Nouvelle-Guinée, il l'a fait en supposant que la vitesse et la force d'escorte suffiraient. Elles ne l'ont pas été. Les avions ont attaqué à hauteur de vague. Les canonnières ont supprimé les défenses. Le bombardement en ricochet a suivi. Les transports ont été éventrés. Les destroyers ont été paralysés. En l'espace d'un seul engagement, tout un effort de renfort a été anéanti. Les chiffres étaient brutaux. Des milliers de soldats perdus. Des tonnes de fournitures envoyées par le fond. Et plus important encore, la confiance que ces opérations étaient même possibles s'est évaporée. À partir de ce moment, les planificateurs japonais devaient supposer que tout mouvement de jour risquait l'anéantissement. Cette supposition a remodelé la campagne. C'est là que je pense que le poids historique est souvent dilué. Les gens se concentrent sur le spectacle, le gros canon, l'attaque à basse altitude. Mais le véritable impact était l'étranglement logistique. Une armée insulaire sans nourriture ne se bat pas. Un aérodrome sans carburant ne vole pas. Une garnison sans munitions ne tient pas. Chaque navire qui n'arrivait pas à temps affaiblissait l'ensemble du réseau défensif. Le canon a imposé une vérité simple et brutale. Les navires de surface n'étaient plus isolés de la puissance aérienne simplement par la vitesse. L'océan n'était plus un bouclier. Du point de vue allié, cela a débloqué quelque chose de critique. La puissance aérienne n'était plus seulement une question d'attrition d'en haut. Elle est devenue un outil de déni. Refuser le mouvement, refuser le réapprovisionnement, refuser le choix. Je vais vous donner mon évaluation personnelle ici. C'était l'un de ces moments où la guerre a basculé non pas à cause d'une seule victoire, mais à cause d'un changement d'attente. Une fois que les commandants s'attendent à des pertes, ils agissent différemment, plus prudemment, plus lentement.
Et en temps de guerre, cela favorise le camp qui applique la pression. Le canon lui-même n'était pas parfait. Il était lourd, difficile à utiliser, exigeant pour les équipages. Des pertes se produisaient encore. Les attaques à basse altitude étaient impitoyables. Une erreur, un coup chanceux du canon d'un navire et un avion disparaissait. Mais l'efficacité n'exige pas la perfection. Elle exige un levier. Et le levier est exactement ce que cette arme a fourni au moment exact. Vers la fin de 1942 et jusqu'en 1943, les priorités de production ont changé. Les variantes de canonnières B-25 sont entrées en service complet. Les équipages se sont entraînés spécifiquement pour les frappes maritimes. Les tactiques ont évolué. Suppression, bombardement en ricochet, course coordonnée. La guerre du Pacifique est devenue moins une question de bataille dramatique unique et plus une question de pression soutenue. Les points d'étranglement se sont resserrés. Les lignes d'approvisionnement se sont effilochées. Les îles qui avaient autrefois été viables sont devenues des handicaps. Du côté japonais, le changement était visible dans le comportement. Convois retardés, mouvements reportés, opportunités manquées. Chaque course de nuit comportait un risque. Chaque retard aggravait la pénurie. C'est le genre d'impact qui fait rarement la une. Il n'y a pas de photographie unique qui le capture. Mais il apparaît dans les résultats, dans les positions abandonnées, dans les offensives ratées, dans les retraits silencieux. La canonnière n'a pas gagné la guerre à elle seule. Aucune arme ne le fait. Mais elle a changé l'environnement dans lequel la guerre était menée. Elle a comprimé l'espace, elle a comprimé le temps. Elle a puni la prévisibilité. Et une fois cet environnement changé, l'avantage ne pouvait pas être facilement inversé. Au moment où de nouvelles technologies sont arrivées, des roquettes, des chasseurs améliorés, des options de frappe plus flexibles, les dégâts étaient déjà faits. La leçon avait été inscrite dans la pratique. Les avions pouvaient atteindre les navires en acier et les briser. Pas un jour, pas avec des conditions parfaites, mais maintenant. Et cette prise de conscience a hanté chaque opération navale qui a suivi. En 1944, le canon de 75 mm devenait déjà obsolète. Non pas parce qu'il avait échoué, mais parce que la guerre n'attend jamais le sentiment. De nouveaux outils sont arrivés. Des roquettes air-sol, plus légères, plus rapides, plus faciles à viser. Tirées en salve au lieu de coups brutaux uniques. Elles exigeaient moins de courage, moins de force physique, moins d'exposition. D'un point de vue purement opérationnel, le canon était inefficace. Il exigeait des pilotes d'élite, des chargeurs humains, un timing parfait, un mauvais calcul, et l'avion payait le prix. Les roquettes faisaient le même travail avec moins de risques. La logique était indéniable. Alors, le gros canon est sorti. Le B-25 a encore évolué. Des nez pleins remplis de mitrailleuses, des rails de roquettes sous les ailes. L'artillerie volante qui avait terrifié les équipages de destroyers s'est estompée tranquillement dans les dépôts de surplus et les tas de ferraille. Le canon, autrefois au centre de la controverse, a été déboulonné et oublié. Sur le papier, cela ressemblait à une justification pour les ingénieurs. Et c'est là que l'histoire devient inconfortable. Parce que si le canon avait vraiment été une erreur, il n'aurait pas laissé d'héritage. Les mauvaises idées disparaissent complètement. Celle-ci ne l'a pas fait. 2 décennies plus tard, dans une jungle différente, l'armée de l'air des États-Unis a monté de lourds canons sur un avion de transport et l'a laissé tourner autour des cibles tout en faisant pleuvoir le feu du ciel. L'AC-47, puis l'AC-130, des canons de 40 mm, finalement un obusier de 105 mm, de l'artillerie dans les airs. Le concept était le même, seule la technologie a rattrapé son retard. Je veux que vous réfléchissiez à cela un instant. L'idée que les experts appelaient suicide n'est pas morte. Elle a attendu. Alors, les ingénieurs avaient-ils tort ? C'est la partie que la plupart des documentaires esquivent. Ils veulent un méchant ou un héros. La réalité refuse de coopérer. Les ingénieurs avaient raison sur les risques. Chaque calcul qu'ils ont effectué était fondé sur une physique réelle. Ils faisaient leur travail. Ils protégeaient les équipages d'une défaillance catastrophique. Dans tout autre contexte, ils auraient été loués pour leur prudence. Mais la guerre ne récompense pas la prudence de manière égale sur toutes les chronologies. Le général Kenny n'était pas plus intelligent que les ingénieurs. Il n'ignorait pas la science. Il pesait différentes morts. La mort d'avion contre la mort lente d'une campagne qui ne pouvait pas arrêter la logistique ennemie. C'est la tension morale au centre de cette histoire. D'un côté, la retenue responsable, de l'autre, la nécessité désespérée entre eux. De jeunes équipages grimpant dans des avions en aluminium, sachant que la gâchette pourrait les tuer avant même que l'ennemi ne le puisse. C'est pourquoi je pense que ce moment compte bien au-delà d'une seule arme. Il expose quelque chose de permanent sur la guerre. L'innovation ne vient pas du confort, elle vient de l'échec.
et l'échec comprime la décision jusqu'à ce que le risque devienne acceptable. La carrière du canon a été courte. Son impact ne l'a pas été. Il a brisé l'illusion que les navires de surface étaient à l'abri des attaques aériennes à basse altitude. Il a forcé un changement de comportement. Il a gagné du temps. Il a étranglé les lignes d'approvisionnement quand rien d'autre ne le pouvait. Il a modifié les attentes. Et les attentes décident des guerres bien avant que les traités ne le fassent. Alors voici la question à laquelle je veux que vous répondiez honnêtement. Si vous étiez un ingénieur en 1942 regardant ces graphiques de contraintes, auriez-vous approuvé cet avion ? Commentez le chiffre 7 si vous croyez que les ingénieurs avaient tort et que le risque était justifié. Appuyez sur j'aime si vous n'êtes pas d'accord. Si vous croyez que cette arme a franchi une ligne qui n'aurait jamais dû être franchie. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, des histoires où le résultat n'était pas évident et où les décisions n'ont jamais été nettes, abonnez-vous à la chaîne. Parce que la Seconde Guerre mondiale n'a pas été gagnée par des idées parfaites. Elle a été gagnée par des gens prêts à agir quand la perfection a échoué. Et cette vérité est toujours inconfortable.